Bonjour mes amis, voilà, donc je suis de retour, voilà. Donc, on va redémarrer, j'espère que ça va être un vrai redémarrage pour de bon. Donc voilà, il y a déjà Yacine, Alaska, Nazha, Serbou, Charles Dumas, Yacine, Alaska, Salam, Maya Boussan. Alors là, il y a une série, bon, Aïcha, Ruby, El Fassi, Didier Cocard, Maïsoum, Nezaz. Bonjour. Asiab, toujours fidèle. Moussa Mellouk. Salut Reda. Férouz Sofia, voilà, Charles Dumas, bon. Euh, voilà. Katou, Haït Mouloud, Maya Boussa, bon. Eh ben, moi aussi, je suis content de vous revoir, Reda, et puis les autres. Ça fait un bon petit moment, hein. Bon. Donc, j'ai été bloqué un mois, et puis j'ai fait un voyage en Iran dont je vais vous parler. Je voulais juste vous dire une chose, c'est que c'est très pénible d'être arrêté pendant un mois. C'est-à-dire, le compte est ouvert, mais on ne peut rien écrire, ni même pas répondre aux messages, et les gens ne savent pas qu'on ne peut pas répondre. Donc, j'ai pas l'intention de revivre cette expérience. Donc, il est probable que je n'écrirai pas des choses, parce que de toutes les façons, et je suis dans la ligne de mire de Facebook. Donc, voilà, quoi que je fasse, si je mets une vidéo sur la Palestine, un commentaire quelconque, ils vont m'arrêter. Donc, je connais quelqu'un qui est déjà à sa quatrième ou cinquième interruption d'un mois. Voilà, donc je vais plutôt poster le maximum sur VK et sur Twitter. Alors, j'ai un compte Twitter que vous pouvez voir, c'est, je crois que Jacob de Meknes, c'est mon mail, ou plutôt Jacob Cohen 44, enfin, de toute façon, je crois que vous pourrez le retrouver. Ils sont moins pénibles, Twitter, donc je fais des commentaires assez acides. Bon, c'est pas beaucoup, mais quand même, ils laissent passer des choses. Et j'ai déjà un certain nombre d'abonnés, je crois que c'est dans les 2600. Donc moi, enfin, je veux dire, je vous laisse mettre des posts sur mon compte, mais malheureusement, moi, je ne peux pas me permettre de mettre quoi que ce soit sur ma page Facebook. Bon, voilà. C'est comme ça. Facebook a décidé de réprimer ceux qui critiquent Israël, enfin, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai passé une semaine en Iran. J'ai été invité à une conférence internationale par l'organisation New Horizon. Horizon Nouveau, quelque chose comme ça. Donc, ça se passait à Mashhad. Mashhad est la deuxième ville du pays en importance. Donc, elle est quand même importante. Je crois qu'il y a 4 millions d'habitants, alors que Téhéran fait, je sais pas, 10 ou 14 millions. Je préfère aller à Mashhad parce que, bon, disons, c'est une ville dimension plus humaine. Et puis, elle a une caractéristique, c'est que c'est une ville de pèlerinage. Bon, tout ça, je l'ai appris, bien sûr, je ne connaissais pas du tout. Et une ville de pèlerinage parce qu'il y a le plus grand saint du chiisme, l'imam Reza, bon, qui a été assassiné dans des conditions, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur l'encyclopédie universelle ou Google, etc. Donc, c'est le plus grand saint, enfin martyr, dont il y a un mausolée énorme, colossal, magnifique, avec enfin, de nombreuses salles, des mosaïques. Et c'est une ville de pèlerinage, non seulement pour les Iraniens de l'intérieur, mais il y a des centaines de milliers d'Irakiens qui viennent, de Libanais,
Et donc, y a tout le temps, on a passé un après-midi dans le mausolée, c'est impressionnant, vraiment. Et à l'aéroport de Mashhad, parce qu'on l'a pris, je vous raconterai ça tout à l'heure parce qu'on est allé à Espagne. L'aéroport de Mashhad, quand on atterrit ou quand on décolle, on voit vraiment l'importance, vu le nombre d'avions de compagnies étrangères qui sont stationnés. Et c'est là où on se rend compte que vraiment c'est une destination très importante pour le pays et les voisins. Voilà, donc pour moi c'était une chance. Bon, l'Iran on connaît, on connaît, c'est-à-dire il y a des reportages, enfin on se fait des idées comme ça. Mais c'était une chance de se confronter à la réalité iranienne et pas en touriste. Alors l'objet de la conférence, en général ça tourne autour de la Palestine parce que comme j'ai mis un lien, c'est là en anglais, c'est la 6e conférence de New Horizon. C'est-à-dire, il y en a eu 5 déjà, toutes à Téhéran, et qui ont eu pour thème le principal la Palestine, mais avec une fois c'était le cinéma et le sionisme, etc. Et là, c'était centré sur la reconnaissance de Jérusalem par Trump et ses conséquences, et la dénonciation du traité signé par l'Iran et et d'autres puissances sur le nucléaire et le retrait des sanctions. Voilà, donc il y avait à peu près 70 invités. Je ne les ai pas comptés, mais c'est mettons entre 65 et 70 de différents pays, France, États-Unis, Angleterre, Italie, Turquie, Danemark, Croatie. Enfin, il y avait de Russie, il y avait Alexandre Douguin de Russie, donc il y avait quelqu'un qui est venu avec lui, avec qui j'ai discuté pas mal, c'était un pop qui vit en Grèce, enfin qui est allé dans un monastère en Grèce. Il y avait des Américains, dont un prof d'université qui a été mis à pied parce qu'il a publié sur le 11 septembre. Vous savez, les États-Unis, et c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, mais disons, lorsqu'on publie, bon, sur la Shoah, on n'en parle pas, c'est même pas la peine. Et en Amérique, même le 11 septembre, un professeur est mis à pied pour essayer de prendre des positions. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a encore cette chape de plomb sur le 11 septembre, malgré les dizaines ou les centaines de vidéos qui circulent, malgré probablement le quart ou la moitié de la population qui n'y croit plus, mais ils font semblant. Ça veut dire que la télévision, les médias, enfin, principaux, pas les réseaux sociaux, les universités étouffent toutes les voix. Et donc, ce prof d'université, il publie aussi sur Contre-Culture, enfin, il a traduit un livre sur Nous ne sommes pas Charlie. Il y avait des Américains, des anciens de la CIA, du ministère de la Défense. Alors, un personnage très intéressant, c'était la belle-sœur de Tony Blair, une grande femme qui faisait peut-être 1m80, qui s'était convertie à l'islam, enfin qui s'est convertie à l'islam. C'était la première fois que je la rencontrais. Et elle était très virulente, avec un accent britannique absolument remarquable, très véhémente, très combative. Et il y avait aussi, alors curieusement, bon, des Italiens, il y avait des gens qui avaient des sites intéressants, des sites d'information. Il y avait un député de Croatie qui prône la sortie de l'UE. Voilà. Et il y avait quelques Français,
Mais surtout, je voulais vous parler d'une présence un peu particulière. Il y avait des identitaires, c'est-à-dire un identitaire français, dont j'ai pas envie de citer le nom, et dont le mouvement a été suspendu, a été interdit il y a un an ou deux. Et d'ailleurs, il est en procès en appel pour reconstitution de ligue dissoute, avec ce que cela entraîne. Et il y avait un député du NPD allemand, un député européen. Alors le NPD allemand, bon, c'est pas l'AfD. Hein. Le NPD, c'est vraiment, enfin, bon, c'est quasiment historique du nazisme. Et c'était un peu curieux, cette présence. Et nous avons discuté, je me souviens, le dernier jour, à déjeuner, on était avec l'organisateur, il y avait la belle-sœur de Tony Blair, j'y étais, et il y avait 3 ou 4 personnes, dont une algéro-britannique, voilà, une femme très sympathique, qui est journaliste, et qui a des positions très courageuses, voilà, disons pour résumer. Et on a expliqué à l'organisateur que la présence des identitaires n'était pas souhaitable, était même antinomique avec l'objectif recherché. Pourquoi? Parce que ces identitaires, nationalistes, etc., on a mis dans le paquet Memdouguine. Pourquoi? Parce que ces nationalistes et ces identitaires, ils veulent un pays. Moi, ça ne me dérange pas que les pays recherchent et retrouvent et s'accrochent à leur identité culturelle, à leur identité historique, etc. Mais il y a un élément incontournable. Il y a une population musulmane avec laquelle il faut compter. Ça veut dire qu'il faut l'associer aux projets nationaux, économiques, culturels, etc. Il n'est pas question de mettre de côté cette population-là qui, parfois, représente 5, 10 ou 15% de la population. Donc le nationalisme, ce nationalisme-là, ne peut pas exclure cette population qui a ses racines, ou en tout cas qui développe ses racines dans le pays, sous prétexte de retrouver une identité qui existait il y a 100 ans ou 50 ans. Et non seulement cela, c'est que ces nationalistes et ces identitaires sont aujourd'hui les meilleurs alliés du sionisme, parfois même sans le savoir. C'est-à-dire, ils font le jeu du sionisme en développant l'idéologie islamophobe. Et souvent, d'ailleurs, aujourd'hui, les Autrichiens, le Front National, etc., tous ces partis nationalistes et identitaires, regardez en France les postes laïques, TV Liberté, Boulevard Voltaire, etc., tous ces groupes, toutes ces associations, tous ces sites d'information sont ouvertement sionistes et islamophobes. Et donc, on a expliqué à l'organisateur que quand on combat pour la Palestine, on ne peut pas inviter des alliés, même indirects, du sionisme et qui renforcent le sionisme en Europe. Voilà, bon. J'espère qu'il aura compris, mais bon. Alors, bon, donc il y a eu des débats pendant 3 jours, avec des thèmes, avec des interventions. Bon, je crois que je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails parce que sinon, ça nous mènerait un peu dans des considérations particulières. Enfin, vous pouvez imaginer un peu, pendant 3 jours, avec 70 personnes, le style de débat qu'on pouvait avoir. Voilà. Parfois passionnant, parfois un peu moins, c'est-à-dire parfois à côté du sujet. Et on ne peut pas toujours bien contrôler, bien canaliser, parfois un peu, comment dire, mal calculé en fonction du temps.
Mais ce qui était intéressant, enfin, disons, c'est que pendant ces 3 jours, on a eu l'intervention régulièrement de spécialistes, entre guillemets, iraniens, c'est-à-dire un ancien ambassadeur à Beyrouth, etc., un religieux, un spécialiste de la défense, etc., bon, dont les interventions s'inséraient dans les débats, probablement pour nous sensibiliser si besoin était. Moi, j'y crois pas, mais enfin, si besoin était, de nous dire la réalité iranienne avec un point de vue tout à fait conforme, limite, comment dire, une vision tout à fait unilatérale et qui correspond à la position du gouvernement. Voilà. Et qu'on pouvait évidemment enfin, remettre en question ou questionner ou commenter. Mais en général, on n'avait pas vraiment le temps. Et ça, j'ai remarqué que c'est vrai qu'il y avait une volonté de la part des officiels iraniens d'expliquer, de convaincre et limite d'influencer. Bon, peut-être, enfin, je pourrais m'expliquer plus tard. Donc, mes impressions sur ce séjour, il y a, franchement, pendant une semaine, ils ont été aux petits soins pour nous. L'amabilité, l'hospitalité, mais ce sont des gens sérieux. Et ce ne sont pas des gens qui vous font des sourires hypocrites avec du non-dit ou un peu calculé ou pour vous faire soi-disant plaisir, etc. C'est des gens d'une franchise, c'est-à-dire, voilà, ils sont francs, ils sont directs, ils disent des choses, ils le disent, mais on sent leur sérieux, leur fiabilité, et on ne sent pas les arrière-pensées, l'envie de séduire faussement ou d'entraîner des gens dans des palabres, etc. C'est vraiment des gens directs qui vont droit au but, sans chichi, mais enfin le cœur sur la main, avec le sourire, enfin un sourire direct, et on sent vraiment la sincérité des gens et l'envie de faire plaisir, de rendre service. En nous baladant, parce qu'évidemment on est allé au restaurant, enfin j'ai montré une photo sur ma page, en nous baladant, en allant dans un parc la nuit, etc., en sortant, j'ai remarqué, et je crois les gens avec moi ont remarqué, c'est une société apaisée, sans agressivité. Vraiment, les gens vaquent à leurs occupations, sans se soucier du voisin, c'est-à-dire, il n'y a pas, on sent pas d'agressivité dans la rue, on sent pas des regards, ce sont pas des gens nerveux, et ils peuvent être pressés, etc., mais vraiment avec une société, enfin des rapports tout à fait apaisés. On ne jamais à aucun moment, enfin j'ai pas vu personne n'a élevé la voix dans la rue. On n'a vu aucune dispute. Les voitures ne klaxonnent pas. Il y a vraiment pas d'agressivité. C'est vraiment des rapports apaisés. Il y a une grande sécurité. On n'a pas vu un seul flic. Et il y a un grand sentiment de sécurité. Par exemple, on est allé dans un parc, un grand parc. Les Iraniens sortent beaucoup dans les parcs. Et curieusement, enfin à minuit, il y avait des filles seules, 2, 3 filles, des couples, des familles. Les familles sortent beaucoup. On a été surpris de voir par exemple à Ispahan, je vous raconterai après, 9h, 10h du soir, un soir de semaine, comme ça, les gens mettent un tapis et partagent des choses, bouffe. Enfin, il y a vraiment une décontraction incroyable. Voilà. Et dans le parc, les gens se baladent. On a été dans une université, je vous raconterai ça aussi. On rentrait parfois à minuit, voilà, des étudiants se baladent. Il y a un sentiment
de détente et de décontraction, je crois que je n'ai pas vu nulle part ailleurs. Voilà. Évidemment, les femmes sont voilées, toutes les femmes. Bon, il y a les, comme on connaît dans les photos ou dans les films, il y a les femmes qui mettent le tchador noir, voilà. Et le visage bien couvert, qui ne laisse rien passer. Bon, ces femmes-là le mettent par conviction religieuse ou pour le régime ou pour la société. Mais il y a beaucoup, et là il y a aussi une grande tolérance. Ça veut dire, par exemple, on a été dans un restaurant à Ispahan. Peut-être je prends un peu d'avance, mais je vous la raconterai, c'est pas grave. Il était 14h30, 15h. Mais le restaurant était plein, c'était un chouette restaurant avec pas mal de pièces. Et sur le balcon, il n'y avait quasiment que des femmes. Bon, j'imagine que les maris travaillaient. Et j'avais dit à une amie à ce moment-là, regarde, j'ai l'impression qu'ici se réunissent les femmes qui contestent le voile. Parce que si vous avez vu une photo que j'ai publiée, j'étais avec mon interprète qui parle un français parfait. Elle est sur ma page. Et donc, elle m'a expliqué, voilà, il y a beaucoup de femmes, enfin, les femmes qui montrent une forme d'opposition, si on veut, de contestation, si on veut. Elles portent des voiles de couleur, ou bien des voiles qui laissent voir quasiment toute la chevelure. Quasiment, c'est-à-dire que vraiment le voile est poussé jusqu'à la limite de tomber derrière, et on voit les cheveux. Voilà, c'est quasiment symbolique. Il y avait une femme, même dont les cheveux sont teints, qui était en bleu. C'est dire, mais ce qu'il y avait, c'est que il n'y avait pas de regard. Enfin, vraiment, les gens se croisent, soit dans le restaurant, dans la rue. On dirait que voilà, personne n'a envie de regarder de travers, etc. Et c'est cool, voilà. Et donc, voilà, il y a cette manière qui donne une certaine décontraction. La religiosité est très importante. C'est-à-dire, on l'a vu lorsqu'on est allé, on a passé un après-midi dans le mausolée de l'imam Reza. Et je crois que c'était un dimanche, je crois que c'était un jour de semaine. Non, un vendredi, je crois. Enfin, bon, je me souviens plus, je crois que c'était au début. Mais il y avait un monde fou. Et d'abord, il y avait les touristes, enfin les pèlerins plutôt, et ceux qui habitent à Machhad. Mais c'est des bons enfants, voilà. C'est pas du tout comment dire, mais pas d'hystérie religieuse. Bon enfant, en famille, avec les enfants, etc. Voilà, on passait dans les pièces, on se baladait. C'est un truc immense. Et là, j'aimerais voilà, si vous allez sur ma page, j'ai publié 2 photos d'une espèce de caravansérail. Alors, c'est un restaurant absolument fabuleux. C'est-à-dire, il y a une allée très longue avec des salles, enfin, des 2 côtés, des salles surélevées où on peut se mettre jusqu'à 6 avec un tapis, des coussins, on vous apporte à bouffer. Et il y en a plusieurs, les unes à côté des autres. Et je voudrais d'abord faire une remarque sur les relations hommes-femmes. Vous savez, dans nos sociétés, et même au Maroc, que je connais, enfin, je veux dire, c'était arabe, les relations, disons que soit sont trop sexuées, comme en Europe, comme en France, soit hypocritement asexuées, comme au Maroc, dans un pays arabe. C'est-à-dire quand une fille passe avec, disons, qui est mignonne, voilà, il y a des regards, voilà, de billets, trucs, un mot, un sifflement, enfin, je sais pas, voilà. Il y a une manifestation de quelque chose. Je vous assure, vous savez, je suis assez observateur,
J'adore regarder, même si j'essaye de ne pas être intrusif, mais je n'ai pas vu une seule fois un regard de travers, indirect, sur des seins, sur, voilà, sur les formes d'une femme. Jamais une remarque, jamais un regard. Moi, j'étais vraiment absolument fasciné. Moi, je n'y croyais pas, tellement ça paraît incroyable. Et dans ce restaurant, il y avait en face, nous on était assis, vous verrez les photos, enfin, où j'étais assis, et en face de moi, il y avait un couple, et à côté, il y avait deux hommes et une femme. Et ce qui me frappait, c'est la douceur qu'il y avait, qui passait entre le couple, par exemple. C'est un couple de 30 ans. Et il y avait cette douceur, moi, qui me subjuguait. Il n'y avait pas du tout de gestes obscènes ou de gestes. On pouvait même pas deviner s'ils étaient frères et sœurs ou un couple. Tellement c'était, mais vraiment, mais il y avait beaucoup de douceur dans le regard, dans les gestes, de partager le repas, etc., de sourire. Et il était 11 heures du soir, c'était un soir de semaine, et il y avait du monde qui passait. À un moment donné, on voit deux femmes toutes voilées comme ça en noir, portant leur tout petit bébé comme ça vers la sortie, avec un bonheur. Moi, je ne sais pas, c'est une société qui transpire, je dirais pas la joie de vivre, mais une espèce de sérénité et de bonheur et de douceur. Moi, franchement, cette soirée-là au restaurant, j'étais abasourdi. Moi, j'étais sur mes rotules, tellement j'étais émerveillé par ces gens qui, et franchement, à 11 heures du soir, un soir de semaine, et les gens se baladent avec, comment dire, comme si le temps leur appartenait, et comme si, voilà, ils étaient heureux d'être là, mais sans, je veux dire, c'est pas les trucs exagérés où on pousse, où on crie, où on fait, vous savez, comme les touristes ou les supporters de foot. Non, pas du tout. Voilà, c'était absolument fabuleux. Alors, il n'y a pas, en tout cas, moi j'étais à Machhad et à Ispahan, je vous dirai plus tard Ispahan, il n'y a quasiment pas, ou en tout cas pas presque, je peux presque dire, il n'y a pas de signe extérieur de luxe. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde pratiquement a la même voiture du style Peugeot, excusez-moi mais je ne connais pas les marques, enfin du style Peugeot, je sais pas, 305, je sais rien. Je n'ai pas vu pratiquement un seul 4x4. Je n'ai pas vu de Mercedes, je n'ai pas vu de Porsche, je n'ai pas vu de, enfin, je n'ai pas vu d'Audi. Tout le monde a presque la même voiture, parfois un peu vieille et pratiquement toute blanche, parfois, parfois un peu ancienne, parfois un peu plus neuve, mais il n'y a pas, je n'ai pas vu de signe extérieur de richesse. Vous savez, bon, je connais le Maroc quand même. Il y a des gens qui se baladent en 4x4, enfin bon, on voit des Porsche, etc. On voit des trucs super luxueux, enfin bon. Mais là, je n'ai pas vu vraiment de signe extérieur de richesse. Pas de mendiants, pas de chiens. Moi, c'est au bout d'une journée, j'étais même dans le parc, on n'a pas vu un seul chien. Sauf une fois, j'ai vu un chien, il était, vous savez, on a pris l'avion, mais je vous raconterai, enfin, on a pris l'avion pour aller de Machhad à Ispahan. Et une dame, bon, je sais pas, probablement une bourgeoise, enfin, je sais pas, elle avait un chien dans une boîte à chiens, enfin, vous savez, c'est le genre de chien qui comment dire, qui aboie, mais vous savez, ces aboiements aigus, insupportables. Et il aboyait tout le temps pendant qu'elle le sortait de l'aéroport. Et bien que
Bon, apparemment, les gens n'ont pas de chien parce que c'est une société musulmane qui considère le chien comme un animal impur. Et en tout cas, dans ces deux villes, le seul chien que j'ai vu appartenait à cette dame. Et pourtant, je n'ai pas vu un seul signe d'impatience. À la limite, moi, j'ai montré de l'impatience et un regard tort vers cette femme qui transportait un chien. Et pourtant, vraiment, les gens diraient ça les gênait pas ou ça les regardait pas. Et une autre chose, la cuisine iranienne, bon, j'ai pas besoin de vous dire à quel point elle est bonne, elle est raffinée, etc. Enfin, mais par contre, ils connaissent pas le café. Voilà, le café noir, ils connaissent pas. Et ils sont, c'est là où on reconnaît parfois, enfin aussi, leur subtilité, leur goût de la recherche. Bon, évidemment, on était à peu près entre 65 et 70 conférenciers, ou invités, et on était dans le lobby de l'hôtel. Donc parfois, on venait piquer quelqu'un pour une interview, bien dans le lobby, etc. Et moi, j'ai donné quelques interviews, bon, classiques. Mais j'ai fait deux interviews qui m'ont assez surpris. Une sur la place de la religion juive et comment la religion juive voit l'avenir, la fin du monde, le Messie, etc. Et donc je me disais, ceux qui vont voir cette vidéo, ils vont se dire, enfin, ma réputation va encore descendre d'un cran parce que dans les autres religions, l'arrivée du Messie ou du Mahdi, etc., amène la paix et la prospérité, etc. Mais chez les Juifs, la venue du Messie amène comment dire, la consécration du peuple juif et la soumission des autres peuples. Bon. Enfin bon, on a fait une longue interview. Et l'autre, c'était sur les relations stratégiques entre l'Iran, États-Unis, Moscou, etc. Bon, les alliances et tout. C'était pour une revue de stratégie. Et je m'étais dit, ils ont eu de la chance de venir me voir parce que finalement, ils auraient pu tomber sur quelqu'un d'autre qui connaît rien à ces sujets. Mais en fait, non. Enfin, après, quelqu'un m'a expliqué, m'a dit non, ils ont dû probablement googliser ton nom, voir un peu ce que tu as fait, etc. Et ils t'ont posé les questions qu'il fallait. Donc, c'est quand même le signe de quelque chose de sérieux. Donc, voilà, au bout de 3 jours, on a mis les conférenciers dans un avion et on nous a envoyés dans tous les coins de l'Iran. Alors, il y en a qui sont partis, enfin, Tabriz, Ispahan, Shiraz, enfin, Yazd, enfin, bon, je sais pas. Et on devait, enfin, c'est-à-dire, en principe, c'était pour rencontrer des étudiants à l'université, etc. C'était une très bonne idée. Alors, moi, je suis allé à Ispahan. C'est magnifique, enfin, avoir cette chance d'aller à Ispahan, avec justement l'universitaire américain qui a été chassé de son boulot à cause du 11 septembre, et après, à cause évidemment des positions sur la Palestine, il cumule tout. Et cette journaliste d'origine algérienne, mais qui vit à Londres, et qui vraiment, enfin, elle fait des analyses sans concession sur la Palestine, etc. Notamment, par exemple, quand je lui ai posé une question, comment se comporte la diaspora palestinienne à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne, elle m'a dit c'est une catastrophe. Voilà. Ce sont des gens qui, même quand ils réussissent parfaitement, etc., ils se soumettent quasiment aux injonctions du lobby. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, on ne peut même pas compter sur la diaspora palestinienne qui a réussi à l'étranger. Donc on arrive, on prend l'avion, c'est 1 heure et demie de vol, et on arrive à Ispahan, et on est parti avec un interprète anglophone, et il y avait 4 jeunes qui nous attendaient à l'aéroport avec une interprète francophone dont j'ai parlé, j'ai montré la photo, qui a vécu en France et en Belgique,
et qui parle un français parfait. Et les 4 accompagnateurs, ils avaient, et c'est là où j'ai appris quelque chose aussi sur la société iranienne. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'imam Reza. L'imam Reza, il a des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers de fidèles, c'est-à-dire de gens qui acceptent de travailler bénévolement, de participer bénévolement à des actions, de répandre la bonne parole, etc., mais surtout d'être présent. Et donc, au départ, par exemple, à l'hôtel de Machhad, les interprètes qui nous accompagnaient, qui étaient habillés ils avaient un uniforme bleu nuit, quelque chose comme ça, bleu foncé, bleu nuit. Et moi, je pensais que c'était l'uniforme de l'hôtel, mais c'est pas du tout. Ce sont des volontaires ou des bénévoles de la fondation de l'imam Reza à qui on a donné la mission de nous accompagner en tant qu'interprète et de faire enfin, voilà. Et donc, un peu, c'est le même schéma qui nous attendait à Ispahan. Et comment je m'en suis rendu compte, d'ailleurs, j'ai demandé à notre interprète anglophone, je lui ai dit à un moment, c'est curieux, tous les 4 sont habillés en costume bleu. C'est frappant quand même, à un moment donné, je me dis, tiens, c'est quand même, il y a quelque chose. Bon. Donc je lui demande, il me dit effectivement, ce sont des fidèles de la fondation Imam Reza, et donc des bénévoles. Donc chacun a, par exemple, celui, je ne sais pas si on peut considérer comme chef, enfin celui qui avait l'air de prendre des initiatives, c'est un étudiant de Polytechnique qui avait déjà son restaurant. C'est là où je vous ai parlé de son restaurant. Et qui donnait du temps lorsqu'il le fallait. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ce schéma de bénévolat, de travailler pour la société, pour les œuvres sociales, pour aider les conférenciers, etc., ça, c'est quelque chose, je crois qu'on ne voit pas ailleurs, vraiment. C'est-à-dire à cette échelle-là aussi, avec ce dévouement. Et ça fait, voilà une des caractéristiques aussi de la société iranienne. Et donc, ces 4 nous ont amenés, ils nous ont dit, on vous a donné une chambre dans la résidence universitaire de l'école polytechnique. Donc, on arrive à l'école polytechnique, on est accueilli par la direction. La directrice est une femme. C'est dire, bon, voilà, elle nous fait un petit topo sur l'école polytechnique. On visite une usine, ils nous disent, par exemple, ils font un scanner localement, à cause de l'embargo, des sanctions, etc. On fait une conférence avec les profs, donc les profs nous posent des questions. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous imaginez des questions un peu classiques, c'est-à-dire quelle est l'image de l'Iran à l'étranger, comment l'améliorer. On a eu une conférence avec des journalistes. Et ces 4-là, donc en fait, il y avait une autonomie. Par exemple, moi j'ai discuté avec des gens qui sont allés ailleurs, dans d'autres villes. Et on nous a dit, on a rencontré des étudiants, etc. Enfin bon, chacun, mais là les 4, ils avaient établi un programme un peu spécial. C'est-à-dire, vu leur, leur tendance religieuse, militante, mais ça se voit pas, c'est-à-dire, c'est pas, mais disons, ils sont de fervents admirateurs de l'imam Reza et du régime, de la société. Et donc, ils nous ont concocté un programme un peu spécial, je dirais, c'est-à-dire, bon, des conférences dont j'ai parlé, avec des journalistes, avec la presse, avec les profs, mais aussi avec un ayatollah, un vrai. C'est-à-dire, attendez, c'est un ayatollah quand même, qui fait partie du collège des experts, c'est-à-dire ce collège des experts, celui qui nommera le successeur d'Ali Khamenei. Donc,
Voilà, le guide suprême. Donc, c'est quand même pas n'importe qui. Enfin, il habitait dans un quartier très modeste, ça rappelle un peu les quartiers maghrébins, des petites ruelles, etc. Le salon très dépouillé, absolument aucun luxe. Alors là, vraiment, c'est... Donc, il s'assoit, j'espère, enfin, je ne sais pas si j'aurai des photos. Et puis, on a discuté, voilà, bon, sur la religion chiite, sur le clergé, sur l'influence de ce clergé au Liban, en Irak, etc. Bon, ils nous ont emmenés, je ne sais pas parce qu'ils sont religieux, mais bon, mais enfin, en tout cas, je me suis retrouvé dans une mosquée chiite. C'est-à-dire, l'accompagnateur m'a dit en anglais, listen, parce que la femme était de l'autre côté, évidemment, elle ne pouvait pas me le dire. Listen, you can sit here. Bon, donc, je me suis assis sur le tapis au fond de la mosquée, je les ai écoutés prier, il n'y a pas de... Voilà, c'était pas... Mais enfin, voilà, bon, c'était une expérience que j'ai faite rarement, parce qu'au Maroc, où j'ai vécu longuement, les non-musulmans ne peuvent pas rentrer dans une mosquée. Donc, on a visité, enfin bon, le bazar, etc., la mosquée. Et puis, ils nous ont emmenés aussi, ça c'est leur initiative. Bon, le 1, comment dire, c'est un peu, ça nous donne une idée de la martyrologie chiite. Les chiites, ils ont un sens du martyr et ils glorifient, et en Iran, c'est, comment dire, bon, c'est vrai que ça prend des dimensions assez impressionnantes. Il y a partout, enfin partout, oui, des photos, enfin des drapeaux, des photos de martyrs, etc. Mais celui-là, il est un peu spécial. Donc on est toujours à Ispahan. Et ils nous disent, voilà, nous on suivait, hein, enfin, on n'avait pas... Et ils nous ont dit, voilà, le dernier soir, on va aller rendre visite à la famille du martyr, à 60 km d'Ispahan. Oui, c'était à 21h quand même, ou 21h30, hein, c'est pas... Ils vivent tard, c'est incroyable. Donc on y va. Enfin, donc ils nous montrent d'abord des vidéos, comment le martyr est mort en Syrie, et comment le régime en a fait un héros national, un martyr national. Des photos, enfin partout, dans la ville, dans le pays, etc. Les funérailles étaient en présence d'Ali Khamenei, le guide suprême. Donc c'est dire à quel point c'était important. Donc on arrive dans la maison, le père du martyr nous reçoit, on s'embrasse, on présente nos condoléances, et il fait son speech, enfin des speeches, etc. Les femmes en noir au fond du salon. Et puis à un moment donné, je lui dis que Dieu vous, enfin par l'intermédiaire d'interprètes, que Dieu vous accorde, vous donne comment dire, du réconfort et soulage votre chagrin. Là, il me répond, non, je suis fier enfin, du sacrifice de mon fils. Et après, ils nous disent, on va aller sur sa tombe. En fait, c'est pas sa tombe. Ils ont construit tout un mausolée pour lui. Mais à 10h, 10h30, il y avait, je sais pas, encore 150 personnes, 200 personnes. Des femmes, des enfants, et il y avait un dévouement et ça durait. Et même la télévision était là. Enfin, bon. Et ils m'ont pris comme ça, ils m'ont posé des questions. Bon, j'ai répondu comme je devais répondre. Voilà. Donc, ce sens du martyr, c'était très intéressant de le voir de près, de voir le sentiment des gens. Et il y a un truc qui m'avait assez surpris, c'était le ramadan. Jeudi était le premier jour du ramadan. Donc on prend l'avion jeudi à 9h30 du matin pour Machhad. Et bon, on était les 3 étrangers. Tout le reste, l'avion était plein. Et il y avait, je sais pas moi, 2/3 de femmes en noir, enfin le vrai. Je me suis dit, ils vont pas servir de petit déjeuner, c'est pas possible, parce qu'à 9h30, ils servent un petit déjeuner. Et pas du tout, ils passent avec le chariot. Et là, à mon grand étonnement,
les 2/3 des personnes qui étaient là prennent le plateau et mangent. Je dis, c'est pas possible. Je rêve. Alors, je me suis dit, bon, ils ont peut-être une excuse. Vous savez, quand un musulman voyage, il peut ne pas jeûner à charge pour lui de rattraper cette journée plus tard. Ça, c'est tout à fait classique. Enfin, c'était un petit voyage, c'est 1h30, 1h15, 1h30. Bon, donc, mais enfin bon, je me suis dit, voilà une explication. Sauf que jeudi soir, enfin jeudi dans l'après-midi, ils nous ont emmenés dans un bazar. Et à 5h30, donc, je me disais, à un moment donné, bon, comment dire, la fin de la journée approche. Et les magasins, pratiquement les 2/3 du magasin, ou les 3/4, étaient encore ouverts, alors que le soleil se couchait. Alors qu'au Maroc, enfin, quand la sirène, c'est-à-dire qui annonce la fin du Ramadan approche, mais à Casablanca, il n'y a pas âme qui vive, il n'y a personne, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas un magasin, enfin, il n'y a pas un piéton. Les rues sont désertes, enfin, c'est un spectacle assez hallucinant. Mais là, je dis, les gens étaient là comme s'ils ne devaient pas rentrer chez eux pour rompre le jeûne. C'était incroyable. Et il n'y avait pas de sirène, et même la nuit tombée, la moitié des magasins étaient encore ouverts, etc. Et en rentrant à l'hôtel, je vous ai dit qu'il y avait un Turc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, voilà, enfin, quelqu'un qui est anti-Erdogan, mais enfin bon, fait partie de la secte des Alevis. Voilà. Donc il était assis à côté de moi, si vous pouvez le voir sur la photo que j'ai mise sur l'inauguration, et je lui ai fait part de mes interrogations. Et il m'a dit, voilà, d'après lui, le ramadan ne serait pas aussi important pour les chiites. Voilà. Ce qui est important pour eux, c'est plus Muharram. Et là, je suis désolé, mais je suis incapable de vous expliquer vraiment, enfin, de revenir. Voilà. Si quelqu'un a des explications ou des interprétations, je suis preneur. Voilà. Mais je tenais à vous faire part de mon étonnement, de cette première journée de Ramadan. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que l'Iran mène un combat contre l'impérialisme, et c'est pas de nos jours seulement. À Ispahan, on nous a emmenés visiter un musée bon, je serais incapable de vous redire le nom, je l'ai pas noté, mais d'un savant peut-être, je ne sais pas, ou un militant, et qui s'appelle, en fait, le mouvement à l'époque s'appelait la Révolution constitutionnelle. C'est-à-dire, c'était un mouvement, parce qu'à l'époque, il y avait déjà l'influence russo-britannique sur l'Iran. Sous quelle forme, je suis incapable enfin, j'ai pas eu le temps de faire des recherches, mais enfin, il y avait une influence. Et ce mouvement de révolution constitutionnelle voulait défendre le nationalisme iranien, une ouverture sur la culture, l'éducation, la modernisation des structures. La révolution constitutionnelle, ça voulait dire, voilà ce que ça veut dire, c'est-à-dire la démocratie, le parlementarisme, etc. On a vu des photos. En fait, le musée, c'est la résidence de ce bonhomme. Voilà. Donc, il y avait des photos, il y avait des uniformes, enfin, c'était vraiment intéressant. Le directeur du musée nous a fait tout un speech, etc. Mais ce qui était intéressant, enfin, assez surprenant, si on veut, et c'est ce qui nous pousse à comprendre, nous amène à comprendre la révolution actuelle de Khomeini, c'est qu'une grande partie du clergé chiite, à l'époque, avait apporté son soutien à la révolution constitutionnelle. Ils ne se sont pas opposés à cette révolution sous prétexte qu'elle apporte le modernisme, mais parce que cette révolution voulait revenir à une identité iranienne. Et ça, c'est très intéressant. Et le même phénomène se reproduit avec Mossadegh, le premier ministre qui a été renversé en 1953 parce qu'il voulait nationaliser le pétrole.
et dont une grande partie du clergé iranien, du clergé chiite, avait apporté le soutien. Et donc, en fait, euh, c'est là où on voit que le clergé chiite joue un rôle. Et on comprend maintenant pourquoi le clergé chiite a un rôle politique important. C'est que ce n'est pas parce que Khomeini a pris le pouvoir, mais c'est que c'était le rôle qu'il avait déjà joué lors des révolutions pour se débarrasser du colonialisme étranger et pour retrouver la souveraineté économique, etc. Il y a certes une forme de censure en Iran, c'est-à-dire on peut pas entrer, enfin en tout cas que j'ai ressenti moi, c'est-à-dire Facebook et VK m'ont été, c'était inaccessible pour moi. Mais ce qui était autre chose qui était inaccessible, c'est que le mercredi matin, quand on était devant les journalistes pour faire notre conférence, à un moment donné, j'avais mon ordinateur, j'avais rien à faire, enfin, en attendant que tiens, par exemple, quelqu'un traduise, etc., je me suis dit, tiens, je vais regarder le programme du cinéma en France. Donc, je tape Allociné et je vois un truc en persan qui apparaît. Bon, c'est là où j'ai compris qu'il y a certains sites qui sont inaccessibles. Bon. Mais en même temps, voilà, moi, personnellement, c'est vrai qu'il peut y avoir de ci, de là, des éléments qui peuvent nous surprendre ou nous choquer, mais moi, pas du tout. Parce que j'estime que l'Iran se bat pour son indépendance, pour son intégrité, pour suivre le mode de vie qu'il a choisi, parce que la monarchie, le Shah a été imposé par l'Angleterre pour être l'allié d'Israël et de l'Amérique. Et en même temps, de quel droit les Américains, ou les Français, ou les Anglais, quand on connaît leur histoire, la Libye, l'Irak, le Vietnam, l'Afghanistan, enfin les Indiens d'Amérique, de quel droit, eux, peuvent imposer leur vision et dire ça c'est démocratique ou pas. Donc c'est vrai que c'est un pays qui gêne parce que c'est un pays qui a envie de suivre sa voie. C'est un pays qui ne se soumet pas aux diktats de l'Amérique. C'est le seul pays, avec la Turquie aujourd'hui depuis quelques années, qui défend réellement la Palestine, en tout cas qui apporte le maximum de soutien qu'il peut, alors que les pays arabes se couchent devant Israël. C'est le seul pays musulman, enfin je ne parle pas de l'Asie, que je ne connais pas, c'est le seul pays de la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord où il y a encore une minorité juive importante et qui vit bien. Et vous savez, le but des sionistes, ça a été de casser la coexistence entre juifs et musulmans dans tous les pays arabes. Et ils y sont arrivés, la preuve. Par toutes sortes de moyens, ils ont exfiltré les juifs, ils ont rendu la coexistence impossible. Et ils avaient un objectif. C'est pour montrer au monde et pour montrer aux juifs, regardez, vous ne pouvez pas vivre avec des arabes. La coexistence entre juifs et arabes est impossible. Et l'Iran est le seul pays où il y a une minorité juive conséquente. Et ça, on ne lui pardonne pas non plus. Moi, il me semble, de ce que j'ai vu, il y a une adhésion populaire au régime, ou à la société. Je n'ai pas remarqué des signes de contestation, d'impatience, de rejet. Enfin, je n'ai pas vraiment remarqué. Et malgré les sanctions, c'est un pays qui résiste et qui s'en sort. Les 20 ou 30 années de sanctions, c'est terrible quand on a contre soi la plus grande puissance et les autres pays qui sont obligés de s'incliner. Donc c'est vraiment un pays qui montre, enfin qui pourrait montrer la voie à d'autres, mais à condition d'avoir la volonté
l'adhésion populaire, le soutien du peuple, de la société. Je ne crois pas qu'un régime comme ça, s'il n'y avait pas un réel soutien, puisse, aurait pu durer longtemps. Il y a une cohésion, il y a une envie de se battre contre l'impérialisme. Et vous savez, il y a tellement cette image de l'Iran qu'on a envie, qu'on donne à l'extérieur. Moi, j'ai entendu des trucs, enfin bon, qu'on nous a raconté, etc. Et quand on voit le pays, vraiment, c'est terrible de voir à quel point l'Empire, vous savez, il y a un Américain, je ne sais plus qui avait inventé l'axe du mal. Je vois si vraiment l'axe du mal, s'il y a vraiment une civilisation qui a apporté le malheur à l'humanité, c'est bien cette civilisation capitaliste américaine, européenne, etc. Donc j'ai passé, enfin pour moi ça a été vraiment, bon d'abord c'était un privilège extraordinaire de participer à cette expérience, de voir de mes propres yeux cette société, ce peuple courageux, volontaire. Enfin, je n'ai vraiment que des compliments à lui faire. Et je souhaite que, voilà, que son exemple, enfin, que son image soit rétablie, enfin, voilà, que son exemple soit suivi, qu'on lui apporte le soutien, le maximum de soutien, parce que aujourd'hui, c'est vraiment le pays qui résiste le plus à l'Empire dans la région. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie, je suis très content d'avoir repris mes vidéos avec vous et j'espère à bientôt. Bonsoir.